On ne peut l'entendre que si l'on est dans le salon ou la cuisine quand il passe, et cela commence toujours exactement à 3h03. Le son est d'abord faible, quelque part vers le début de la rue, près de la maison des Carson. Nous habitons vers le milieu de la rue, donc le sifflement passe devant chez nous avant de s'évanouir en direction du cul-de-sac. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions parfois dans la cuisine la nuit pour l'écouter. Papa et maman n'aimaient pas ça, et si jamais ils nous attrapaient, on passait un sale quart d'heure. Mais ils n'étaient jamais trop sévères avec nous tant que nous respections la seule grande règle. Ne cherche pas à voir qui siffle. Mon quartier est un endroit étrange. J'y vis depuis que j'ai 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues, les jardins sont spacieux, et il y a plein d'endroits où se promener. Il y a aussi beaucoup d'enfants de mon âge ici. J'ai fêté mes 13 ans en octobre. On a grandi ensemble, on jouait souvent au carré magique dans le cul-de-sac où on passait d'un Porsche à l'autre en été. C'était un super endroit pour grandir, je le réalise maintenant. Et il n'y a que 2 choses étranges ici, le sifflement nocturne et la chance. Le sifflement ne m'a jamais vraiment dérangé. Comme je l'ai dit, je ne peux même pas l'entendre depuis ma chambre. Mais maman et papa n'aiment pas en parler, alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort, grand et calme. Il a un accent, car il a déménagé aux États-Unis quand il était enfant. Sa famille, mes grands-parents, viennent des îles. C'est comme ça qu'ils appellent leur pays d'origine. Mon père est toujours serein, sauf quand on parle du siffleur. Dans ces moments-là, il parle un peu plus vite, ses yeux bougent plus rapidement, et il nous dit de ne pas y penser trop et de toujours se rappeler de la grande règle, ne jamais regarder dehors quand le siffleur passe. Pas qu'on puisse le faire, même si on le voulait. Il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre, de lourds rideaux en toile épaisse qui descendent du haut et s'attachent en bas du cadre. Chaque attache a même un petit cadenas, à peu près de la taille de ceux des journaux intimes. Mon père verrouille tous les volets chaque nuit avant qu'on aille dormir et garde la clé dans sa chambre. Ma mère? Je ne sais pas vraiment ce qu'elle pense du sifflement. Je l'ai déjà vue assise dans le salon à 3h03, quand le bruit commence. Je pouvais l'apercevoir en entr'ouvrant légèrement la porte de ma chambre pour jeter un coup d'œil. Elle n'est pas là souvent, ou du moins pas que j'ai remarqué, mais 1 ou 2 fois par mois, je crois qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge juste pour écouter. Le sifflement a toujours la même mélodie. Il est joyeux. Da 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 dom. Da 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 dom. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait 2 choses étranges à propos de mon quartier? Eh bien, en plus du siffleur nocturne, tout le monde ici a énormément de chance. C'est difficile à expliquer, et papa n'aime pas qu'on en parle non plus, mais de bonnes choses arrivent sans cesse aux gens du quartier. En général, ce sont de petites choses, comme gagner un concours radio, obtenir une promotion inattendue, ou trouver des pointes de flèches enfouies dans le jardin, des vrais, authentiques. Le climat est agréable, il n'y a aucun crime, et les jardins de tout le monde fleurissent de façon spectaculaire à l'automne. 1 million de petites bénédictions, c'est ce que dit souvent ma mère à propos de cet endroit. Mais la véritable raison pour laquelle nous sommes restés, la raison pour laquelle nous avons déménagé ici en premier lieu, c'est ma sœur, Nola. Elle est née très malade, avec un problème au poumon. On ne pouvait même pas la ramener à la maison à sa naissance, seulement lui rendre visite à l'hôpital. Elle était si petite, je m'en souviens, encore plus que les autres bébés. Une machine devait respirer pour elle. Nous avons emménagé dans cette maison pour être plus proche de l'hôpital. Dès que nous avons déménagé, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi. Ils ont attribué ça au traitement, mais on voyait bien qu'ils étaient perplexes. Mais mes parents savaient. Moi aussi. La guérison de Nola faisait partie de ces millions de petites bénédictions que l'on reçoit en vivant ici. Et c'est pourquoi nous sommes restés, même après avoir découvert que, pour chaque petit miracle qui se produit ici chaque jour, de temps en temps, quelque chose de mauvais arrive. Mais ces mauvaises choses n'arrivent que si tu cherches à voir le siffleur. Tu vois, notre quartier a un comité d'accueil. Chaque fois qu'une nouvelle famille emménage, ils viennent avec un gratin de pâtes, un panier de cadeaux et une chemise cartonnée. Ils sont très sympathiques. 4 personnes sont venues nous accueillir quand nous avons emménagé, il y a 7 ans. Ils ont discuté un peu avec mes parents, m'ont donné une barre chocolatée, et ont pris Nola dans leurs bras, chacun à leur tour. Comme c'était sa première semaine hors de l'hôpital, ils étaient extrêmement précautionneux. Puis, le comité a demandé à parler en privé avec mes parents. J'ai été envoyé dans ma chambre, mais j'ai tout de même entendu presque toute la conversation. Le comité d'accueil a expliqué à mes parents à quel point ce quartier était spécial, exceptionnellement agréable, d'une manière difficile à expliquer. Et ensuite, ils leur ont parlé du sifflement. Ils leur ont dit que cela se produisait chaque nuit à 3h03 et s'arrêtait exactement à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, a averti mes parents que le sifflement était discret, qu'il ne ferait jamais de mal à personne. Tant que personne n'essaierait jamais de voir ce qui le produisait. Cette partie,
ils l'ont particulièrement souligné, et j'ai collé mon oreille contre la porte, m'efforçant d'entendre chaque mot. Les personnes qui avaient essayé de voir le siffleur avaient vu leur chance tourner, parfois de façon tragique. Un nuage noir planait au-dessus de quiconque osait regarder. Tout ce qui pouvait mal tourner, tournait mal. L'enveloppe Manila que le comité avait apportée contenait des coupures de journaux, des articles parlant d'accidents de voiture, de vies brisées, de morts publiques et d'accidents étranges. « Tout le monde ne meurt pas », j'ai entendu le chef du comité dire à mon père. Mais la vie s'éteint en eux. Même s'ils survivent, il n'y a plus jamais de lumière dans leur regard, plus aucune présence. Ma mère ? Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle n'arrêtait pas de demander si c'était une mauvaise blague qu'on faisait aux nouveaux voisins. À un moment donné, elle s'est énervée et a accusé le comité d'essayer de nous faire peur pour que nous partions, allant même jusqu'à leur demander s'ils étaient racistes à cause du fait que mon père venait des îles. Mon père l'a calmé et lui a dit qu'il pouvait voir que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient simplement de nous aider. Il a expliqué qu'il avait grandi en entendant des histoires comme celle-là de la part de sa mère et qu'il savait qu'il existait des choses étranges qui marchaient parmi nous. Certaines de ces choses étaient bonnes, d'autres mauvaises, mais la plupart étaient juste différentes. Après le départ du comité, mon père est allé à la quincaillerie, a acheté des stores en toile, des verrous et des cadenas, et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. Cette première nuit dans notre nouvelle maison, je me suis faufilé hors de ma chambre à 3 heures du matin, seulement pour trouver mon père éveillé, assis sur le canapé du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Il a levé un doigt devant ses lèvres dans un geste pour me dire silence, mais il a tapoté le canapé à côté de lui. Je me suis assis et nous avons attendu. À exactement 3h03, nous avons entendu le sifflement. Da-da-da-da-da-dom. Da-da-da-da-da-dom. Il est venu, puis il est reparti, exactement comme nos voisins l'avaient dit. Le sifflement revient chaque nuit. Et nous ne regardons jamais. Et, en échange, nous profitons de nos millions de petites bénédictions chaque jour. Nola respire maintenant toute seule. Elle a grandi et est devenue une fille forte et intelligente. Mon père a même rejoint le comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins, pourquoi quelqu'un voudrait-il partir d'ici? Mais, quand une nouvelle famille emménage, mon père et le comité leur apportent le même gratin de pâtes, le panier cadeau et l'enveloppe Manila. Et je le sais toujours, rien qu'à voir l'expression de mon père à son retour. Si la famille a pris le comité au sérieux. Ou si nous aurons bientôt de nouveaux voisins encore une fois. Il y a quelque temps, une famille a emménagé juste à côté de chez nous. L'ancienne propriétaire, Madame Madi, est décédée à 105 ans. Elle avait vécu une longue et belle vie. Nos nouveaux voisins semblaient bien s'intégrer. Ils ont cru le comité d'accueil, ont suivi les conseils de mon père sur les stores verrouillés, puisqu'ils avaient eux aussi un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de journaux contenues dans cette enveloppe Manila. Quelles que soient les preuves. Mon père ne nous a jamais laissé les voir. Mais j'imagine que cela devait être très convaincant, car nos nouveaux voisins n'ont eu aucun problème le premier mois. Jusqu'à ce qu'un soir, lorsqu'ils ont dû quitter la ville, ils envoient leur fils, Holden, chez nous. Il avait 12 ans, un an de moins que moi à l'école. Je ne le connaissais pas très bien, mais dès que ses parents l'ont laissé chez nous après le dîner, j'ai su que la soirée allait mal tourner. Vous savez qui est là dehors à siffler chaque nuit? Holden a demandé dès que les adultes ont quitté la pièce. Nous étions assis tous les trois dans le salon, avec un film Disney en bruit de fond. Ma sœur et moi avons échangé un regard. On ne parle pas de ça, ai-je répondu. Je pense que c'est ce type bizarre qui habite dans la grande maison jaune au coin de la rue, a dit Holden. Monsieur Toll, a demandé ma sœur. L'impossible, il est super gentil. Holden haussa les épaules. Alors c'est sûrement un tueur psychopathe. Nola s'est tendue. On ne parle pas de ça, ai-je répété. Allons dans ma chambre jouer à la Nintendo. Nous avons passé les heures suivantes à jouer, manger du popcorn et regarder des films. C'était une soirée pyjama classique, mais je pouvais voir que Holden devenait nerveux. Après que mes parents nous ont souhaité bonne nuit, fermé les stores et sont allés se coucher, Holden s'est levé du pouf et s'est approché de Nola et moi, assis sur mon lit. « Vous avez déjà essayé de regarder ?» demanda-t-il. « C'est bientôt l'heure. » Comme souvent lors des soirées pyjama, nous avions fait semblant d'ignorer l'heure du coucher. J'ai été choqué de voir qu'il avait raison, il était presque 3 heures du matin. J'ai soupiré. Bon ne. Et tu vois, moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père verrouille les stores tous les soirs et cache la clé, continua Holden, m'ignorant. Notre père aussi, dit Nola. Non, répondit Holden. Non, il ne la cache pas. Tu l'as vu verrouiller les stores, ai-je dit, un peu plus brusquement que prévu. Holden sourit. Ton père verrouille les stores, oui, mais il ne cache pas la clé. Il la laisse juste là, sur son porte-clés habituel. Et alors, ai-je demandé, sentant un frisson dans mon ventre.
parce que je savais déjà ce qu'il allait dire ensuite. Parce que j'avais remarqué que, après toutes ces années, mon père ne prenait même plus la peine de cacher la clé. Parce qu'il savait que nous prenions ça au sérieux. Alors, après que ton père a verrouillé les stores, mais avant que tes parents ne se couchent, je suis allé aux toilettes. En passant, j'ai peut-être regardé dans leur chambre. J'ai peut-être vu le porte-clés de ton père sur sa table de nuit. J'ai peut-être pris la clé des stores, juste pour l'emprunter. Nola et moi l'avons fixé. Son sourire s'est encore élargi. Mais tu m'en vais-je dit. Holden haussa les épaules. Mais tu peux vérifier si tu veux. Il suffit d'ouvrir la porte de la chambre de tes parents et de regarder, tu verras son trousseau de clés juste là, sur la table de nuit. Restez ici, dis-je aux deux. Ne bougez pas d'un centimètre. Je me précipitai vers la chambre de mes parents, mais hésitai devant la porte. Si Holden ne mentait pas, mon père serait furieux. Bien plus que furieux. Rien que d'y penser, j'étais terrifié. Mais ce qui me terrifiait encore plus, c'était l'idée qu'une fenêtre soit ouverte, avec le siffleur juste dehors. J'ouvris la porte d'un centimètre à peine et jetai un coup d'œil à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Je pris une grande inspiration et pénétrai dans la pièce. Après 2 pas dans l'obscurité, je me figeai. Le sifflement commença. Et je pouvais l'entendre clairement, depuis la chambre de mes parents. Je ne m'étais jamais posé la question, mais ils devaient entendre ce son chaque nuit depuis notre arrivée ici. Ils ne nous l'avaient jamais dit. Je ne crois pas que j'aurais pu dormir en l'entendant. Je restais immobile, écoutant le sifflement se rapprocher, ne sachant pas si je devais allumer la lumière ou appeler mon père. Des bruits légers venant du salon me ramenèrent à la réalité. « Et Nola » criai-je en sortant en courant de la chambre de mes parents. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée, juste à côté d'une fenêtre. Holden ne mentait pas. Je le vis tripoter la serrure d'un des stores. J'entendis un clic. Il avait la clé. Holden laissa échapper un petit rire. Nola était à côté de lui, recroquevillée, effrayée, mais peut-être curieuse. Le sifflement était maintenant juste devant notre maison. Je crois que j'ai fait un bruit, j'ai crié quelque chose, mais je ne m'en souviens pas. Le temps semblait figé, comme si les aiguilles de l'horloge étaient clouées au cadran. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai bougé. Je ne suis pas rapide, je n'ai jamais été sportif. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai traversé la pièce et atteint Nola en un instant. Mes yeux étaient fixés sur elle, mais j'entendis Holden tirer sur le store pour le libérer. J'entendis le claquement alors qu'il commençait à remonter. Et j'entendis le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre. Mais j'avais déjà mes bras autour de Nola et je l'avais tournée pour qu'elle ne soit plus face à la fenêtre. En même temps, j'avais fermé les yeux aussi fort que possible. Le store claqua en s'ouvrant. Le sifflement s'arrêta. Je sentis Nola trembler dans mes bras. « Ne regarde pas, d'accord, lui dis-je. Et ne te retourne pas. » Nous étions positionnés de façon à ce qu'elle fasse face au couloir, tandis que j'étais tourné vers la fenêtre. Mes yeux étaient toujours fermés. Je sentis son hochement de tête contre mon épaule. J'étendis le bras qui ne tenait pas Nola et essayai de toucher Holden. Mes doigts effleurèrent son bras. Il tremblait encore plus que Nola. « Holden » appelai-je. Silence. Je tendis la main plus loin, tâtonnant en direction de la fenêtre, les yeux toujours bien fermés. Le verre était glacé contre mes doigts. Beaucoup plus froid qu'il n'aurait dû l'être pour cette période de l'année. Je glissai ma main vers le haut, cherchant la corde du store. Plus ma main montait, plus le verre devenait chaud. Et un léger bourdonnement vibrait au bout de mes doigts. Je fis tout mon possible pour ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, je trouvai la corde et baissai le store d'un coup sec. J'ouvris les yeux. À la lumière faible venant de la cuisine, je pus voir Holden, pâle et chétif, fixant la fenêtre désormais fermée. « Holden » demandai-je à nouveau. Il se tourna vers moi. Et se mit à hurler. Tout devint un tourbillon de mouvements. Les lumières du couloir et du salon s'allumèrent d'un coup. Les pas de mes parents résonnèrent sur le parquet. Mais je ne me retournai pas pour les regarder. Mes yeux étaient rivés sur Holden. Il était livide. Il s'était mordu la lèvre si fort qu'un mince filet de sang coulait sur son menton. Et il s'était uriné dessus. « Que s'est-il passé » demanda mon père derrière moi. Je réussis à me détourner de Holden et à regarder mon père. Il a regardé. Je n'avais jamais vu mon père effrayé auparavant. Mais cette nuit-là, je l'ai vu. À cet instant précis. Une terreur ancienne et profonde sur son visage. La peur d'un père. « Juste Holden » murmura-t-il sans un son. Je fais un signe de tête affirmatif. Mon père laissa échapper un soupir. Il avait l'air tellement soulagé que j'aurais presque cru qu'il allait sourire.
Mais ensuite, il regarda Holden. Et son expression changea. Je me demandais s'il se sentait coupable d'être soulagé que seul Holden ait regardé. Quelqu'un frappa à la porte. Nous nous figeâmes tous. Holden gémit doucement. « N'ouvre pas, dit ma mère. » Elle se tenait à l'entrée du couloir. J'avais toujours pensé qu'elle était sceptique, qu'elle faisait semblant d'adhérer aux règles des fenêtres et du siffleur. Mais cette nuit-là, nous étions tous croyants. Je remarquai que mes parents tenaient des battes de baseball. Ils avaient dû les prendre dans leur chambre. Les coups retentirent à nouveau. Cette fois, un peu plus fort. « Et s'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte, murmura Holden. Mon père s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Nous ne l'ouvrirons pas, promit-il, serrant toujours sa batte. Rien n'entrera ici cette nuit. » Toc, toc, toc. Cette fois, les coups furent si forts que la porte entière trembla. Holden hurla à nouveau. Nola s'agrippa à mon cou. Ma mère s'agenouilla à côté de nous et nous entoura tous les deux de ses bras. Toc, toc, toc. Là appelle la police, chuchota ma mère à mon père. Les coups s'arrêtèrent immédiatement. Mon père jeta un regard par-dessus son épaule vers nous. Mais tu crois que... Il fut interrompu par des coups frénétiques, qui se transformèrent progressivement en tapotements légers et réguliers. Police. La voix venait de l'autre côté de la porte. Elle ressemblait exactement à celle de ma mère. Comme un perroquet répétant ses paroles. Police. Appel. La police. Tape, tape, tape. Police. Ma mère nous serra encore plus fort contre elle. Police. 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 S'il vous plaît, arrêtez, je l'ai entendu murmurer. Je ne pense pas que les appeler servira à quelque chose, dit mon père. Et comment saurons-nous quand ce sera vraiment eux à la porte? Les coups reprirent, plus fort que jamais. La porte trembla. Puis, tout s'arrêta. Après un long silence, les coups revinrent, mais cette fois, ils venaient de la porte arrière. Nous nous sommes tous retournés en même temps vers l'arrière de la maison, mais les coups se remirent aussitôt à frapper la porte d'entrée. D'avant en arrière. D'arrière en avant. Fort, puis faible, puis fort à nouveau. Puis, soudainement, le bruit vint des deux portes en même temps. Des coups lourds, comme ceux d'une masse. Et ensuite, quelque chose commença à taper contre toutes les fenêtres de la maison, puis contre les murs. C'était comme si nous étions enfermés dans un tambour, et qu'une douzaine de personnes essayaient d'en jouer à la fois. Ou comme si nous étions une tortue, et que quelque chose essayait de nous arracher de notre carapace. Là arrêtez, hurla Holden. Les coups cessèrent instantanément. Je ne dirai rien, dit Holden en fixant la porte. Je promets que je ne dirai à personne ce que j'ai vu. Juste, partez, s'il vous plaît. Nous avons attendu presque une minute. Puis nous l'avons entendu. Tap tap tap. Un léger bruit contre la fenêtre par laquelle Holden avait regardé plus tôt. Holden se mit à pleurer, en sanglotant comme un prisonnier regardant la potence être construite devant sa cellule. Mon père le tint contre lui caressa les cheveux, mais ne lui mentit jamais. Il ne lui dit jamais que tout irait bien. Les tapotements sur la fenêtre ont continué toute la nuit. Nous nous sommes recroquevillés ensemble dans le salon, pendant je ne sais combien de temps. À un moment donné, ma mère a essayé de nous emmener dans ma chambre, pendant que mon père restait pour surveiller la porte. Mais à peine avions-nous franchi le seuil de ma chambre, que les coups revinrent, tellement forts qu'ils étaient impossibles à ignorer. J'ai eu peur que la porte ne tienne pas. Nous sommes retournés au salon. Et les coups ont cessé. Seul le tap-tap-tap sur la fenêtre est resté. Personne n'a dormi cette nuit-là. Le bruit s'est arrêté vers 7 heures du matin. C'est à peu près l'heure où le soleil se lève ici. Nous avons attendu 2 heures de plus avant que mon père ne soulève l'un des stores. Il nous a tous fait aller dans la chambre de mes parents avant. J'ai entendu le bruit de la porte s'ouvrir, puis il est revenu. C'est fini, nous a-t-il dit. Les parents de Holden sont rentrés vers midi. Ma mère et mon père l'ont accompagné chez lui, et sont restés là un long moment. Nola et moi les avons regardés depuis la fenêtre. Elle ne m'a pas lâché de toute la journée, toujours collée à moi, parfois me tenant la main. Quand mes parents sont revenus, ils avaient l'air sombres, mais ne nous ont rien dit de leur conversation avec la famille de Holden. C'était un dimanche, alors nous avons passé la journée ensemble, commandé des pizzas et regardé des films. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre. Nola et ma mère dans mon lit avec moi. Mon père dans une chaise qu'il avait rapprochée. Il n'y a pas eu de coup cette nuit-là. Ni aucune nuit depuis. Nous n'avons pas beaucoup revu Holden ou ses parents le reste de la semaine. Mais jeudi, un camion de déménagement est arrivé dans leur allée. Nola et moi les avons regardés faire leur carton tout l'après-midi après l'école. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point ils semblaient fatigués.
Tous les trois. Holden et ses parents. Ils avaient le même teint livide, les lèvres serrées, les yeux éteints. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas du tout. Avant le coucher du soleil, Holden et sa famille étaient partis. Je me souviens de ce que le comité d'accueil original avait dit à mes parents quand nous avions emménagé. Tout le monde ne meurt pas en regardant le siffleur. Mais même ceux qui survivent. La lumière s'éteint en eux. Et le reste de leur vie n'est que malheur. 1 million de petites tragédies. Je pense que les parents de Holden ont dû regarder aussi. Peut-être pour le rassurer, s'ils n'y croyaient pas. Ou pour partager son fardeau, s'ils y croyaient. Parfois, je regarde Nola. Heureuse. Jeune. Vivante. Et je me demande si j'avais été plus lent. Si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là. Est-ce que j'aurais regardé aussi? Pour la réconforter? Pour partager ce fardeau? Je suis heureux de ne jamais avoir à le découvrir. Nous vivons toujours dans cette maison. Dans ce quartier. Nous entendons toujours notre siffleur passer chaque nuit. Les bénédictions, la chance, toutes les bonnes choses sont trop précieuses pour partir. Mais nous sommes prudents. Nous ne laissons plus personne dormir chez nous. Et mon père cache la clé des stores très bien. Pas que j'ai essayé de la chercher. Certaines choses. On n'a tout simplement pas besoin de les voir.